Bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième conférence du groupe Initiative Afrique Junior. Je suis Estelle Youssoufa, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vais modérer cette session qui est consacrée aux femmes africaines et au développement. On m'avait demandé de faire un point qui va nous permettre de préparer les questions qui vont venir. On m'avait demandé aussi de parler. Donc, je suis modératrice slash intervenante. C'est un petit peu bizarre. Donc, je voulais faire moi aussi ma contribution. Donc, pour moi, il y avait trois points et je vais mettre, pour ne pas tricher, je vais mettre en route le chrono que je vous avais donné aussi à vous, mesdames. Et j'avais dit lors de la préparation, j'avais dit, vous allez voir que les dames vont respecter le temps imparti parce que je les connais. Elles ne bavassent pas et vous avez été toutes extrêmement précises. Je vous soupçonne d'avoir mis en place votre propre chrono. Mais donc, je viens de lancer le mien. Donc, pour moi, il y a trois points qui me paraissent importants. Je pense qu'on a eu d'excellentes contributions. Moi, mon expérience de journaliste et puis de consultante en affaires internationales, je suis aussi engagée sur mon île natale à Mayotte, dans l'océan Indien. Il y a trois points qui me semblent importants. D'abord, de considérer que le féminisme est aussi un sujet masculin. J'aurais beaucoup aimé que des hommes soient sur ce panel. J'ai de la difficulté avec l'idée que les questions de démographie et de contraception soient uniquement abordées comme des sujets féminins, sauf à ce qu'il y ait beaucoup de Vierges Marie. Les femmes africaines ne font pas d'enfants sans des hommes africains qui les aident beaucoup sur cette histoire. Donc la démographie, la contraception sont pour moi des sujets aussi masculins que féminins et c'est important que ces conversations se tiennent de manière mixte. Je pense que c'est un changement aussi dans la manière d'aborder le sujet qui le fera vraiment avancer concrètement. Parce que, évidemment, c'est aussi ce qu'a évoqué Aïssatou Leblanc, un foyer se fait à deux. Le changement culturel et l'éducation n'est pas que le sujet des femmes, donc il faut que les hommes soient aussi acteurs dans ce sujet-là. L'autre chose qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, mesdames, c'est la question du Covid qui a été un peu touché, ce monde du coronavirus. Boris Cyrulnik parle d'une catastrophe, donc il n'y aura pas un retour au monde d'avant, post-pandémie, ce sera un monde nouveau. Et en fait, il y a quand même des choses qui sont frappantes dans cette pandémie. Les femmes ont été très nombreuses en première ligne partout dans le monde. Ce sont elles qui, on le sait, sont les principales actrices de l'économie informelle sur le continent. Elles ont donc été les premières frappées. L'économie informelle, ça veut dire aucune aide de l'État. Elles ont été donc directement frappées, comment dire, doublement impactées parce qu'elles ont eu tout de suite en charge les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Comment dire, Aïssatou, Leblanc y a fait allusion, mais il y a eu quand même des conclusions qui ont montré qu'il y a eu une hausse des mariages précoces et forcés pendant cette pandémie, donc une logique de se débarrasser des filles et donc une vulnérabilité sur elles. Elles sont peu à être retournées à l'école quand l'école a repris. Ça, c'est aussi notable. Et je pense qu'au niveau des gouvernements, ça pose des questions importantes. Les femmes ont été en première ligne pendant le Covid. On voit qu'elles sont, dans les pays qui ont repris une activité économique, moins à revenir sur le milieu du travail. Donc, certaines sont sorties de l'emploi. Elles seront mises à contribution de manière importante pour la reconstruction de l'économie post-coronavirus. Et là se pose la question de savoir dans quelles conditions est-ce qu'il y aura un gel de tous les progrès qui ont été faits de manière antérieure. Ça, je pense que c'est une question importante. Et donc, quelle place est-ce qu'on va donner aux femmes dans ce monde post-Covid? Est-ce qu'on aura mis en arrêt tous les progrès qui ont été faits? Et donc, ça m'amène au troisième sujet qui me semble important aussi dans les réflexions qu'on doit avoir. On a parlé de scolarisation, d'alphabétisation des femmes. Moi, j'ai à l'esprit l'alphabétisation numérique.
si on considère que l'économie digitale est l'économie de demain, il est important que les femmes, les filles apprennent à coder, à programmer, soient actrices dans cette économie digitale. On sait qu'il y a un biais qui est à l'œuvre dans l'économie digitale, qui est réfléchi dans la Silicon Valley par des hommes qui appartiennent à un milieu extrêmement éduqué, privilégié. Et on a vu, il y a des études américaines qui montrent très bien que les femmes sont déjà exclues de cette nouvelle économie. C'est important pour les Africaines de ne pas manquer ce train. Je pense qu'il faut l'avoir aussi en tête. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais soulever. J'ai la chance de venir. Mayotte est une société matriarcale. Et en fait, le cœur du matriarcat à Mayotte, c'est que la femme possède son foyer, sa maison, son toit. Elle possède aussi la terre, même si elle est inégale selon la tradition musulmane, elle est inégale pour l'accès à l'héritage. Mais en fait, dans la tradition, on doit lui construire sa maison. Ce qui fait qu'elle est protégée toute sa vie et ses enfants aussi, qu'on ne peut pas lui enlever. Et pour le coup, s'il y a une pratique qui change, en tout cas fondamentalement, l'équilibre d'une société, moi j'observe sur mon petit caillou que pour les femmes mahoraises, savoir qu'elles ne risquent pas d'être à la rue, qu'elles auront toujours à manger parce qu'elles auront toujours leur terre qui leur permet de cultiver, fait que ça change complètement la dynamique sociale. Donc voilà, je voulais le partager parce que ça rebondit sur ce qu'Aïssatou vient d'expliquer. Il y a des mécanismes aussi traditionnels qui permettent de sécuriser les femmes. Esther, je reste avec vous juste un instant parce que je vous écoutais sur la question de la parité et des quotas. Christine Lagarde, qui est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne, après avoir été à la tête du FMI, qui est une féministe connue et reconnue, a pris la parole récemment en revenant sur cette question des quotas et de la parité, en se disant totalement favorable aux quotas, avec cet argument. Je crois que c'est McKinsey qui a sorti une étude en disant qu'au rythme où ça a avancé au niveau de la parité, on ne serait à la parité que dans 150 ans. Et que donc les quotas étaient peut-être des étapes plus réalistes, mais en tout cas qui permettaient d'avancer. Et ça me permet de rebondir en fait là-dessus parce que Pascal Pérou a demandé dans une des questions, est-ce que les débats en Occident influencent le féminisme en Afrique selon vous? Merci à vous tous, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. On aura retenu les idées, la formidable énergie des femmes africaines. Mais bon, ce n'est pas une découverte, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Ce sont des mots clés qui étaient la paix, la cohésion sociale, la solidarité, beaucoup d'ambition et de ténacité. La nécessité de documenter et de visibiliser la contribution des femmes dans l'espace public, dans l'espace économique, dans l'espace politique, l'importance des réseaux et des synergies, l'importance de partager et de travailler main dans la main avec les hommes féministes qui nous soutiennent. Voilà, un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé très fort, celle du groupe Initiative Afrique, celle du groupe Initiative Afrique Junior, et un immense merci à nos invités, professeur Adjaratou Waka Aïdara Ndiaye, Madame Esther Djossa, Madame Aïssatou Leblond et Madame Béatrice Epaillé. Merci à vous. À très bientôt.